Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle séquence du module recherche opérationnelle, une séquence où l'on va continuer à développer le second chapitre qui porte sur la programmation linéaire, le cas des problèmes à plusieurs variables. Donc, je rappelle brièvement qu'on avait décrit la forme générale d'un programme linéaire à plusieurs variables. On avait expliqué les fondements de la technique de résolution, la technique du simplex, développée par le chercheur et mathématicien Georges Dantzig en 1947. Et on avait entamé donc la première approche de résolution, l'approche algébrique. Donc dans la séquence précédente, on avait vu comment justement dérouler les premières étapes de la technique du simplex. Je rappelle brièvement qu'à partir d'un problème linéaire sous forme canonique, la méthode du simplex exige d'abord la transformation de la forme canonique en une forme dite standard, c'est-à-dire une forme où le système des contraintes se transforme en un système d'équations au lieu d'un système d'inéquations linéaires. Et on avait montré comment dégager donc une solution, une première solution, dite solution de base réalisable, c'est-à-dire une solution qui vérifie l'ensemble des contraintes, c'est-à-dire le système d'équations linéaires de notre programme à résoudre. Donc, on s'était arrêté donc au niveau justement de calcul de cette première solution où on avait évidemment dit qu'une solution évidente en général consiste à annuler les variables de décision et à affecter les seconds membres aux variables d'écart. Ceci sous réserve bien entendu que la valeur des seconds membres soit positive. Ce qui est en général le cas parce que rappelez-vous que ces valeurs en général correspondent à des quantités tangibles, par exemple des quantités disponibles de ressources. Donc l'objectif dans cette séquence, c'est évidemment de dérouler cette approche algébrique qui va consister à calculer la solution optimale. Donc on va voir comment améliorer donc cette première solution obtenue. Parce qu'on avait justement remarqué que cette solution qui consiste à prendre l'origine, c'est-à-dire à annuler les variables de décision, est une solution qui n'est pas intéressante. Parce que la valeur de l'objectif ne bouge pas, la valeur de l'objectif est toujours égale à 0. Et donc on va voir comment améliorer cette solution. Donc je rappelle, le problème qui nous sert de fil rouge est un problème simple, qui consiste à maximiser une fonction économique égale à 100x plus 120y sous un ensemble de contraintes ici au nombre de 3. Et donc la solution obtenue, qu'on avait obtenue, on avait dit qu'on peut toujours la décomposer en deux types de variables, des variables dites de base qui sont ici les variables d'écart et des variables hors base qui sont ici les variables de décision qui sont bien entendu nulles. Et donc l'objectif c'est d'améliorer justement cette solution puisque la valeur de z est toujours égale à 0, donc ce n'est pas une solution optimale. Donc comment dégager une solution qui soit meilleure? Parce que l'objectif c'est d'augmenter la valeur de z, c'est de maximiser donc la valeur de z, de lui fournir une valeur strictement positive très intéressante. Donc, calcul d'une solution de base réalisable améliorante. Donc, rappelez-vous, toujours garder à l'esprit l'algorithme du simplex. Donc, on a trouvé une solution de base initiale. La question, est-ce que cette solution est optimale? La réponse est non. Donc, on va commencer la première itération du simplex, c'est de déterminer une solution de base qui soit plus intéressante que cette solution initiale. La solution actuelle correspond à x égale à 0, à y égale à 0, et évidemment l'objectif aussi est égal à 0. Donc l'objectif c'est quoi? C'est d'améliorer la valeur de z. Donc c'est de faire passer la valeur de z de 0 à quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire une valeur
positive. Alors pour ce faire, il suffit en quelque sorte aussi de faire passer les valeurs de x et y à des valeurs qui ne soient pas nulles, à des valeurs positives. Je rappelle que grand Z, c'est, dans notre exemple, égal à 100x plus 120y. Donc si on fait passer x ou y à une valeur qui est strictement positive, c'est sûr qu'on va améliorer la valeur de z. Et donc si on a le choix entre les deux variables x ou y, laquelle doit-on choisir pour augmenter la valeur de z? Donc ici, un choix intuitif consiste à prendre évidemment la variable qui a le plus grand coefficient, puisque en choisissant cette variable, on va augmenter beaucoup plus la valeur de z que si on choisit l'autre variable. Par exemple ici, c'est la variable y, parce que son coefficient c'est 120, alors que la variable x, son coefficient est 100. Et donc, si je choisis la variable y, donc pour la même valeur, par exemple une valeur égale à 1, j'aurai 120 pour y, alors que pour x, je n'aurai que 100. Donc, on choisit la variable y pour évidemment la faire passer de la valeur actuelle nulle à une valeur supérieure à 0. Alors cette variable qui est sélectionnée, qui a été choisie, c'est ce qu'on va appeler la variable entrante. La variable entrante, donc vous allez voir qu'il y a tout un vocabulaire propre justement à cette technique du simplex. Alors entrante, c'est une variable qui va entrer en quelque chose dans la base, qui va devenir une variable de base. Il va passer de l'état variable hors base vers l'état variable de base. Alors maintenant qu'on a choisi la variable qu'il faut retenir pour rendre nul, la question qui se pose, mais quelle est la valeur que je peux affecter à cette variable? Quelle est la valeur? Et bien entendu, je m'intéresse à la valeur la plus grande possible, parce que c'est cette valeur-là qui va me permettre d'augmenter le plus la variable, ou plutôt la valeur de la fonction économique grand Z. Bien, alors, pour déterminer la valeur maximale qu'il faut affecter donc à notre variable y, je vais revenir à mon système, donc à mon système d'équations, qui correspond évidemment aux contraintes du problème. Donc, on va exprimer les variables E1, E2, E3 qui sont des variables de base en fonction des variables hors base qui sont dans notre cas x, y. Donc, je rappelle, le système initial, c'était 4x plus 3y plus E1 égale à 1320, etc., 2x plus 3y plus E3 égale 900. Donc, à partir de ce système, je vais exprimer les E1, E2, E3 en fonction seulement de x, y, ce qui donne justement le nouveau système. Or, puisque notre choix a porté sur la variable y, donc x garde sa valeur nulle. Donc, x est toujours égal à 0. Donc, si je substitue dans ce système la valeur 0 à x, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens E1, E2, E3 en fonction seulement de la variable dite entrante, la variable y. Or, ces variables E1, E2, E3 sont des variables qui sont ou qui doivent être astreintes toujours au signe positif. Donc, je vais utiliser cette condition sur les variables E1, E2, E3 pour obtenir des conditions sur la variable ou sur la valeur de la variable y. Donc, si je dis que E1, E2, E3 doivent être positives, donc ça me permet d'avoir ces conditions sur la variable y, ou tout simplement, y doit être inférieur ou égal à 440, et y doit être inférieur ou égal à 350, et y doit être inférieur ou égal à 300. Alors attention, les trois conditions doivent être vérifiées. Donc, quelle est la plus grande valeur que je peux affecter à ma variable y, tout en respectant les trois? Vous voyez bien que en fait, c'est la plus petite. Hein. Il faut prendre y égale à 300. 300 est inférieur ou égal à 300, 300 est inférieur ou égal à 350, et 300 est inférieur ou égal à 440. Alors attention, on ne prend pas la plus grande valeur. Donc, d'où la plus grande valeur qu'on peut affecter à notre variable y, c'est la valeur 300. Et voilà, on aura répondu donc à notre question. Donc maintenant, si je substitue à y cette valeur 300, et si je reporte justement dans le dernier système, qui est là, E1 égale à 1320, moins 3y, etc., qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens les valeurs suivantes. J'obtiens E1 égale à 420 maintenant, E2 égale à 50 et E3 égale à 0. E3 égale à 0. Et donc, j'obtiens en quelque sorte une nouvelle solution à travers, évidemment, sa décomposition en termes de variables de base et de variables hors base. Donc, la nouvelle solution améliorante correspond
aux valeurs suivantes des variables, y égale à 300, E1 égale à 420 et E2 égale à 50. Les autres variables, x est toujours hors base, mais on remarque que suite à ce procédé de calcul, la valeur de E3 est devenue égale à 0, alors qu'avant c'était une valeur qui était non nulle. Alors cette variable qui s'est annulée, qui est devenue une variable hors base, c'est ce qu'on appelle une variable sortante. Donc vous voyez, vous avez une variable entrante d'un côté et vous avez une variable sortante. C'est comme si vous avez une variable qui cède sa place à une autre variable. Donc une variable entrante, une variable sortante. Maintenant, si je regarde la valeur de l'objectif correspondant à cette nouvelle solution, en substituant dans l'expression de z qui est 100x plus 120y, on obtient z égale 36 000. Donc vous remarquez bien qu'on a une nette amélioration de l'objectif. On est passé de 0 à 36 000. Donc c'est bien une solution améliorante qui correspond aux valeurs pour les variables de décision, c'est-à-dire les variables principales 0, 300, et évidemment pour d'autres valeurs pour les variables d'écart, ici 420 pour E1, 50 pour E2 et 0 plus E3. Donc voilà, on vient de terminer l'itération, on vient d'obtenir une nouvelle solution qui améliore la valeur de l'objectif. Alors la question maintenant, toujours rappelez-vous du croquis ou de l'organigramme. Qu'est-ce qu'on fait? On revient au test. Est-ce que la nouvelle solution obtenue, est-ce qu'elle est optimale? Donc là, on doit évidemment savoir effectivement est-ce qu'il est optimal ou pas. Si elle est optimale, donc on arrête. Sinon, ça veut dire qu'il faut trouver encore une fois une nouvelle solution beaucoup plus intéressante. Alors pour le savoir, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement exprimer l'objectif, c'est-à-dire la fonction z, en fonction toujours des seules variables hors base, cette fois-ci les variables x et les variables E3. Donc je rappelle, z c'est bien 100x plus 120y. Alors, or, maintenant y c'est une variable de base. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut exprimer y en fonction des variables hors base qui sont x et E3 et ensuite les substituer dans l'expression de z. Donc là, on revient à la dernière expression de E3. On avait vu que E3, c'était 900 moins 2x moins 3y, c'est-à-dire 3y égale 900 moins 2x moins E3. Et donc, je substitue, ou si vous voulez, y égale 900 sur 3, 300, moins 2 tiers de x moins E3 sur 3. Donc, je substitue cette expression de y dans z, ce qui me donne une nouvelle expression de z qui est 20x moins 43 plus 36 000. Donc là, vous avez l'expression en fonction des seules variables hors base, les variables x et E3. Et là, on se pose la question maintenant, est-ce qu'on peut améliorer encore la valeur de z en affectant une valeur positive à l'une des variables hors base qui sont x et E3, parce que x et E3, elles sont nulles à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on peut toujours augmenter la valeur de z en faisant passer la valeur de x ou de E3 à une valeur strictement positive? Alors, si on regarde pour E3, vous voyez bien que ça va dépendre du coefficient de ces variables dans l'expression de z. E3, il a un coefficient négatif, moins 40. Donc, si vous la faites passer à une valeur qui est positive, vous serez amené à réduire au lieu d'augmenter la valeur de z. Par contre, le coefficient de x, c'est un coefficient qui est positif, plus 20. Donc, effectivement, la réponse est oui. En faisant passer x à une valeur positive, on va pouvoir augmenter encore une fois la valeur de l'objectif grand Z. Au passage, bon là, effectivement, on n'a que deux variables, mais si on avait plusieurs variables d'écart avec des coefficients positifs, là aussi, le critère, c'est le critère intuitif, c'est-à-dire on retiendra la variable de plus grand coefficient, évidemment, parce que c'est cette variable qui va permettre d'augmenter le plus la valeur de l'objectif. Donc, le coefficient de x dans z étant positif, on peut toujours augmenter la valeur de z. Alors, seule ici, la variable x peut être retenue comme variable entrante. Variable entrante, c'est-à-dire variable qui va passer de l'état d'une variable hors base
à l'état d'une variable de base. Donc la même question, donc là vous voyez une deuxième itération simplex, on va encore une fois se poser la question, mais quelle est la valeur maximale que je peux affecter à cette nouvelle variable entrante qui a été sélectionnée donc dans cette deuxième itération. Donc le même principe, on va exprimer les variables de base en fonction des seules variables hors base qui sont x et e3. Alors l'ancienne expression qu'on avait, c'était E1 égale à 1300 moins 4x moins 3y, E2 égale 350 moins x moins y, et E3 égale 900 moins 2x moins 3y. Donc vous remarquez que maintenant E3 c'est une variable qui est hors base. Donc les variables actuelles, les variables de base sont y, E1 et E2, et donc on va exprimer y, E1, E2 en fonction de x et de E3. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On vient juste de le voir que y c'est 300 moins 2x sur 3 moins e3 sur 3. Alors cette expression elle a été tirée à partir de cette égalité-là. Et donc une fois que vous avez l'expression de y, vous allez substituer cette expression aussi bien dans E2 que dans E1. Ce qui vous laisse l'expression suivante. E1 420 moins 2x plus E3. E2 50 moins x sur 3 plus E3 sur 3. Et y égale 300 moins 2x sur 3 moins E3 sur 3. Bien, le choix de la solution de la variable a été porté sur x, donc E3 reste une variable hors base, donc il va maintenir sa valeur nulle. Or, E3 égale à 0, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste E1 égale 400 moins 2x, E2 égale 50 moins x sur 3, et y égale 300 moins 2x sur 3. Toutes ces expressions, évidemment, doivent être positives. Les variables d'écart sont des variables positives, ce qui va nous donner justement des conditions sur la valeur de x. Donc, x doit être inférieur ou égal à 210 et x doit être inférieur ou égal à 150 et x doit être inférieur ou égal à 450. Donc, la plus grande valeur que je peux affecter à x tout en vérifiant l'ensemble des contraintes, c'est la plus petite d'entre elles. Donc, qui est en fait la valeur qu'on peut affecter à x, c'est la valeur 150. Donc, en substituant cette valeur à x dans le système précédent, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient les nouvelles valeurs des autres variables, E1 égale à 120, E2 égale à 0 et y égale à 200. Donc x, il est passé de 0 à 150, E2 qui avait une valeur non nulle, cette fois-ci devient nulle. Donc la variable sortante cette fois-ci, c'est la variable E2. Et la nouvelle solution de base réalisable améliorante correspond aux variables de base qui sont x égale 150, y égale 300 et E1 égale à 120, et aux variables hors base qui sont ici E2 égale à 0 et E3 égale à 0. Si vous substituez ces nouvelles valeurs dans l'expression de z, vous obtenez évidemment une valeur qui est encore plus intéressante et qui est de 39 000. Donc vous voyez, on est passé de 36 000 à 39 000, donc une nette amélioration de l'objectif ou de la fonction économique grand Z. Voilà, donc arrivé à ce stade, rappelez-vous, on doit encore une fois se poser la question de l'optimalité de cette solution. Est-ce qu'on a atteint l'optimum, ce qu'on appelle l'optimum pour la fonction économique grand Z? Là, le même principe, on va exprimer encore une fois la fonction économique grand Z en fonction des seules variables hors base qui sont, je vous rappelle, E2 et E3. Alors, voilà ce qu'on va obtenir. La dernière expression de Z, je vous rappelle, c'est 20x moins 43 plus 36 000. Or, x est égal à 150 moins 3E2 plus E3, donc une expression de x en fonction des variables hors base qu'on a tirée justement de l'une des équations précédentes. Donc, si je substitue cette expression de x dans z, j'obtiens la nouvelle valeur ou la nouvelle expression de z. Z, c'est 39 000 moins 62 moins 20 E3. Et donc là, la réponse, on peut dire, est immédiate. On voit bien que les coefficients des variables hors base sont strictement négatifs, moins 60, moins 20, donc vous n'avez pas du tout intérêt à, évidemment, affecter des valeurs positives à ces variables-là, que ce soit E2 ou E3, et donc, tous les coefficients étant négatifs, on ne peut plus augmenter la valeur de z, et donc une solution optimale a été trouvée. La solution, c'est celle qui vient d'obtenir, c'est-à-dire
x égale à 150, y égale à 200, et la valeur correspondante à la fonction économique z, que j'ai noté z indice optimal, est égal à 39 000. C'est la solution optimale de notre petit exemple de programme linéaire. Bon, là, ce sont les variables principales. C'est les variables, évidemment, de décision à l'optimum. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des autres variables? N'oublions pas les variables d'écart. Les variables E1, E2 et E3, ces variables aussi ont des valeurs au niveau justement de cette dernière étape, je dirais, de résolution. Alors, les valeurs des variables d'écart, on peut distinguer aussi bien des valeurs qui sont non nulles, des valeurs qui sont nulles, et on va justement les interpréter. Donc, si on prend E1, on a remarqué que E1, en fait, était égal à 120. Alors, la signification de 120, c'est tout simplement l'écart entre les deux membres de la contrainte correspondante, ici c'est la première contrainte, une fois qu'on aura substitué à x et à y les valeurs 150 et 200. Et donc cet écart n'est autre que de 120. D'accord? Alors dans ce cas-là, on dit que la contrainte correspondante est une contrainte qui n'est pas saturée par la solution optimale. C'est-à-dire qu'en fait l'inégalité subsiste. Par contre, si les valeurs des variables E2 et E3 sont des valeurs qui sont nulles à la dernière étape de résolution, et ça veut dire tout simplement que si on substitue dans les deuxième et troisième contraintes les valeurs 150 et 200 aux variables x, y, on va tomber exactement sur le second. Ça veut dire que l'inégalité devient une égalité, et on parle dans ce cas-là de contrainte saturée. Donc la valeur à l'optimum des variables d'écart, évidemment, nous permet d'avoir une idée sur justement la saturation des contraintes par la solution optimale ou pas. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire saturé ou non saturé? Si je reviens toujours à mon petit problème de production, avec évidemment des ressources correspondantes, ça veut dire tout simplement que si la contrainte est saturée, ça veut dire que la ressource ou la quantité disponible de ressources sera complètement utilisée. Par contre, si la contrainte n'est pas saturée, ça veut dire que vous n'allez pas consommer toute la quantité de la ressource correspondante. Autrement dit, vous aurez un résidu, vous aurez un petit stock une fois que vous aurez évidemment utilisé les valeurs correspondantes à votre solution optimale. Voilà, donc expliciter un peu les différentes étapes. Donc ici on parle d'itération simplex qui nous ont permis de passer d'une solution initiale qui n'était pas du tout optimale vers la solution optimale. Et donc au niveau justement de ces étapes, on n'a fait qu'expliciter un peu je dirais la démarche de Dantzig dans sa méthode du simplex. C'est exactement la méthode telle qu'il a été développé par Dantzig dans évidemment dans sa méthode, la méthode du simplex. Donc pour récapituler, vous remarquez bien qu'en fait on est parti d'une solution. Donc ici je rappelle x égale à 0, y égale à 0, et à chaque fois la méthode consistait à en quelque sorte faire passer la valeur de variables qui sont nulles, qu'on a appelées évidemment des variables hors base, vers des valeurs qui sont non nulles, et donc ce qu'on appelle des variables de base. Et donc à chaque fois on sélectionnait une variable entrante, qu'on choisit une sélection, quand on sélectionne une variable entrante, donc en cherchant la valeur maximale qu'on veut affecter à cette variable, une des variables de base se transforme en une variable hors base, c'est-à-dire vous avez une variable qui passe d'une valeur non nulle à une valeur qui est nulle, ce qu'on appelle la valeur sortante. Et donc, dans ce procédé-là, la sélection d'une variable entrante et dégagement d'une variable sortante, on voit qu'en fait, on passe d'une solution à une autre solution, mais avec évidemment une nette amélioration de l'objectif. Alors, et ceci de proche en proche jusqu'à ce qu'en fait, on ne peut plus augmenter la valeur de l'objectif.
et on avait évidemment vu de manière algébrique comment on arrête. C'est-à-dire, à chaque fois, rappelez-vous, on exprime l'objectif en fonction des seules variables hors base et on regarde est-ce qu'il y a encore une possibilité de faire entrer l'une de ces variables hors base en base. Donc, s'il n'y a plus de possibilité, ça veut dire qu'une solution optimale a été obtenue. Alors ça, ce n'est que la traduction, si vous voulez, de ce qu'on avait au niveau géométrique. Alors, si vous vous rappelez de la résolution géométrique, on passait toujours de l'origine, qui était la solution de départ, et en fait, on passe vers une solution dite adjacente, vers un point adjacent, c'est-à-dire sur le même segment, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à un point qui ne nous permet plus de nous déplacer, c'est-à-dire à un point optimal. Alors, c'est cette même idée, évidemment, qu'on peut généraliser vers, évidemment, le domaine qui correspond à un problème d'ordre général où vous avez n variables. C'est-à-dire qu'on part toujours d'une solution dite de base, c'est-à-dire une solution qui vérifie l'ensemble des contraintes, et on essaie, évidemment, de l'améliorer en allant vers une autre solution, c'est-à-dire en changeant tout simplement la valeur d'une variable, c'est-à-dire en faisant entrer une variable et en faisant ressortir une autre variable. Voilà donc pour cette démarche explicitée de manière algébrique. Maintenant, on va dans une nouvelle séquence prochainement, résumer un peu toute cette démarche via une méthode beaucoup plus pratique, la méthode telle qu'il est utilisée et, je dirais, programmée au niveau des machines, la méthode du simplex, mais on va utiliser des tableaux. Donc, tous les calculs vont être faits au niveau de tableaux, des tableaux qui, en quelque sorte, tout simplement, correspondent à des matrices. Évidemment, là, on utilise beaucoup plus l'outil matriciel, évidemment, les différentes opérations, évidemment, que vous avez apprises au niveau du cours portant justement sur cet outil. Donc, je vais m'arrêter là et on développera cette technique du simplex pratique prochainement. Merci de votre attention.